Et si la culture se décarbonait, c'est le thème de notre débat avec Nathalie Nénon-Zimmermann. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice générale de 261 pays. Leslie Thomas, bonjour. Bonjour. Secrétaire générale du CNC, Centre national du cinéma et de l'image animée. Vous venez d'être nommé à la tête de 261 pays. Peut-être nous présenter l'entreprise en quelques mots, puis après vous nous direz voilà, quelle ambition vous avez à la tête de cette entreprise. Tout à fait. Alors 261 pays, c'est une société qui a pour mission de noter la performance ESG, donc c'est environnement, social et gouvernance, des entreprises dans le secteur du sport et de l'entertainment. D'accord. Notre ambition, c'est d'accompagner les entreprises de ce secteur à embrasser la transition et leur montrer que le sujet ESG, c'est une somme d'opportunités pour se développer mieux et être capable de faire face à un certain nombre de choses qui vont les affecter dans les temps à venir. Votre arrivée, ça marque une sorte de tournant stratégique ? Oui, tout à fait. En fait, moi, je suis arrivée lors de la dernière levée de fonds, donc à la demande des actionnaires. Nous avons un pool d'actionnaires qui est essentiellement dans le sud-ouest, où nous avons un vivier d'excellence sur la Sportec notamment. Et la volonté des actionnaires était d'utiliser mon expérience dans le sport, puisque moi, ça fait plus de 30 ans que j'accompagne des grandes organisations sportives à se financer. Et donc, apporter cette compréhension des enjeux et le traduire en opportunités commerciales, puisque en fait... je pense que la seule façon de faire passer des messages concernant l'ESG, c'est de dire que plus on va travailler sur les sujets d'environnement, de société et de gouvernance, et plus on va être capable d'être durable dans le temps en termes d'activité. Ouais. Le CNC, vous financez combien de projets chaque année ? Oula. Ça se compte en quoi ? En centaines, en milliers ? Ça se compte, alors pour l'audiovisuel, c'est 4600 heures de programme, donc ça se compte en milliers. Pour les films d'initiative française, les longs métrages, c'est plutôt entre 200 et 300 films par an. Ouais. Et alors je voyais les chiffres, j'ai trouvé les chiffres de 2022, vous aviez versé pour 675 millions d'euros de soutien public, alors c'était... global ou c'était que au cinéma, ça ? Non, c'est global. C'est global. Cinéma et audiovisuel. Et alors, ça grandit, c'est encore plus cette année Oh non, c'est le même ordre. On est à peu près à 700 millions d'euros d'aide publique par an. D'accord. C'est et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez décidé de faire de cet argent un levier de transformation. Comment ? Tout à fait. On a, depuis 2021, fixé un certain nombre de contreparties aux aides publiques, donc qui s'inscrivent en cohérence avec ce que vous décriviez, c'est-à-dire qu'on a mis en place des contreparties pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel. Et tout récemment, le 1er janvier dernier, on a mis en place une éco-conditionnalité des aides, c'est-à-dire que pour pouvoir bénéficier des financements publics du CNC, il faut fournir des bilans carbone des œuvres produites. Et ça, c'est vous qui êtes à l'initiative. Ça commençait à bouger un peu sur les plateaux de tournage. Vous vous êtes dit, il faut secouer le cocotier, si j'ose dire. Alors, c'est pas tout à fait comme ça qu'on a... C'est pas les mots que vous avez employés. Voilà, c'est pas tout à fait les mots qu'on a employés, mais pour autant, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a quand même, chez les professionnels, beaucoup d'initiatives qui sont extrêmement vertueuses, que ce soit dans l'audiovisuel ou que ce soit dans le cinéma. On voit qu'il y a des réalisateurs, des producteurs qui vraiment s'engagent et vont très très loin. Donc ça, c'était le premier vecteur. Et puis le deuxième vecteur, c'est qu'on a une stratégie nationale bas carbone. Il y a des réglementations européennes qui nous fixent des objectifs à atteindre, et donc il fallait prendre le train. Oui, et il n'y avait pas de raison que la culture et le cinéma ne prennent pas le train. Le premier poste d'émission de gaz à effet de serre d'un événement, que ce soit dans le sport ou la culture, c'est le public. Absolument. Et c'est pas le plus simple à réduire, puisqu'on a besoin du public dans les stades ou dans les salles de concert. Quel levier on peut activer ? Alors je sais que vous avez notamment travaillé à l'OM, par exemple, entre autres. Comment on fait ? On peut inciter les spectateurs à venir en covoiturage, on met en place des navettes. Comment on trouve un effet, une efficacité sur ce levier ? Vous avez raison, le sujet transport dans le sport, globalement, est un vrai sujet. Vous avez la partie spectateur, mais vous avez aussi la partie déplacement des équipes, qui est aussi, en termes de bilan carbone, très très fort. Je pense que ça pose deux sujets. Il y a un sujet court terme qui est de dire qu'effectivement, il faut favoriser l'utilisation des transports en commun
et le covoiturage et la possibilité de mettre des navettes avec des parkings de délestage éventuellement pour ne pas encombrer les abords des stades. Il y a aussi un autre sujet sur lequel on peut se poser la question, c'est le gigantisme des stades et se dire qu'aujourd'hui, la taille des stades ne correspond plus à ce qu'on peut faire en termes d'empreinte carbone, que ce soit en termes de construction ou en termes d'exploitation. Donc pour moi, c'est les deux leviers. Mais je voudrais aussi dire que ça vient remettre en question aussi la façon dont on voit les événements sportifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un indicateur de performance dans le sport, que ça soit... prendre le foot que je connais bien, mais j'ai travaillé dans 15 sports différents. On a parlé des Jeux Olympiques. L'indicateur de performance, c'est le nombre de spectateurs. Je pense que c'est un vrai sujet et que ça ne doit plus être un indicateur de performance. C'est-à-dire que déplacer des dizaines de milliers de personnes ou des millions de personnes comme des Jeux Olympiques pose le problème de la taille et se dire que participer, c'est pas forcément faire venir des gens de très loin, mais être capable de faire vivre des événements de façon locale et régionale. Et pardon de vous interrompre, mais j'ai pas l'impression que les instances internationales aient totalement intégré cette vision dans l'organisation des prochains grands événements sportifs. Si on prend la Coupe du Monde de foot qui va se dérouler dans 4 ou 5 pays différents, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Ah, mais je suis entièrement d'accord avec vous et je pense que là, on aurait beaucoup à apprendre du CNC parce que si on mettait des conditionnalités sur les aides des gouvernements dans la réception des grands événements, parce que, OK, les Jeux payent les Jeux, les Coupes du Monde payent les Coupes du Monde, mais il y a quand même des infrastructures, il y a des dépenses de l'État sur la sécurité et bien d'autres. Donc, on pourrait conditionner... Les États ont la possibilité de conditionner leur soutien ou leur réception de grands événements sur des critères liés au nombre de spectateurs. Mais après, c'est un problème politique. Tout le monde est très content de dire « j'avais le plus grand nombre de spectateurs à mon événement ». Donc je pense que c'est tout un paradoxe, un paradigme qu'il faut remettre en question. C'est un état d'esprit... Et puis réfléchir, ça veut dire c'est quoi vivre ensemble un grand événement. À l'heure du numérique, on peut aussi se dire que des diffusions sur écran géant, comme on fait dans les fan zones ou dans d'autres lieux que peuvent être les cinémas, il y a des choses à faire. Quand on voit que les grands opéras aujourd'hui sont diffusés en live partout dans le monde, on a peut-être des choses à regarder de ce côté-là. C'est quoi un tournage bas carbone ? Un tournage bas carbone. Comment je peux... Allez, je me lance, je suis producteur, je vais tourner un film. Déjà, vous avez, dès la phase de la préparation du film, vous allez vous poser des questions sur les transports, les mobilités, comment vous transportez l'équipe, comment vous transportez les décors, comment vous transportez le matériel. Ça va être l'énergie qui est consommée sur le tournage. Est-ce que j'ai un groupe électrogène ou est-ce que je peux avoir du branchement forain pour pouvoir justement avoir des consommations énergétiques qui soient moindres, ou quel est le biocarburant que j'utilise ou que je n'utilise pas. Voilà. Très clairement, l'alimentation, la construction des décors, les costumes, le maquillage. Il y a toute une série de paramètres qui peuvent rentrer en ligne de compte. Et si vous jouez sur certains indicateurs et si vous jouez sur certaines actions, vous allez pouvoir réduire l'impact carbone d'un tournage. La gestion des déchets aussi. La gestion des déchets. Alors, c'est moins l'impact carbone que l'impact environnemental, la gestion des déchets. Mais effectivement, la gestion des déchets, faire du tri sélectif. Et puis, c'est pas qu'une source de dépenses, c'est aussi une source d'économie. C'est-à-dire que quand vous faites sur certains choix électriques ou sur certains choix énergétiques, vous allez pouvoir faire des économies sur l'alimentation, le fait de ne pas avoir de repas carnés systématiquement sur le catering d'un tournage, ça va vous permettre de gagner un peu d'argent et de compenser les dépenses que vous allez faire par ailleurs sur d'autres postes. Vous réalisez une série d'études d'impact, je crois, avec l'Observatoire de la transition écologique, c'est ça? L'objectif, c'est quoi? C'est de donner des clés justement aux professionnels du secteur, de les aider à faire les bons choix? Exactement. En fait, en 2022, on a mis en place un observatoire de la transition écologique qui mène des études pour comprendre et faire comprendre aux professionnels d'où on part. Si on veut pouvoir bouger les lignes, si on veut pouvoir se fixer des objectifs, il faut déjà commencer par compter. Et donc, on a fait bilan énergétique des salles de cinéma, bilan environnemental des studios de tournage. Là, on va sortir une étude sur les studios d'animation et les studios de FX. Enfin, voilà. Donc, on donne des clés de compréhension aux professionnels. Ouais. On est dans l'ère de la directive CSRD, directive européenne sur le bilan extra-financier, qui finalement oblige à valoriser ces actions en matière environnementale, mais aussi de gouvernance ou sociétale.
ça veut dire que vous avez des clients qui sont en train de préparer déjà aujourd'hui leur bilan extra-financier? Alors oui, tout à fait. On a des clients qui s'y préparent parce qu'ils vont rentrer dans les normes qui leur imposent la mesure. Mais nous, ce qu'on vient leur apporter, c'est au-delà de ça, c'est des outils pour évaluer leur trajectoire. C'est-à-dire que la CSRD, et je fais une parenthèse parce que ce secteur RSE, ESG, c'est plein d'acronymes et plus on parle en acronymes et plus on donne... Le public s'y perd, ça, voilà, on est bien plus on d'accord. s'y perd. Et on a de la chance d'avoir des très grands scientifiques qui ont pu montrer ce qui est en train de se passer, mais c'est pas très audible. Les scientifiques sont très bons sur les sciences, beaucoup moins sur la communication. Et je pense qu'il y a un vrai travail à faire. Donc pour revenir sur la CSRD, le point, pour moi, c'est surtout aller capter les bonnes datas qui vont permettre d'évaluer concrètement où on en est et mesurer une trajectoire. Le problème de la CSRD aujourd'hui, c'est 60% de texte, 10% d'hybride texte et data et 30% de data. Il faudrait qu'il y ait plus de data. Donc nous, on travaille vraiment sur le fait de rendre les data lisibles. Il nous reste 1 minute. J'ai une dernière question qui est plus sur l'imaginaire. Notre responsabilité collective, nous, médias, professionnels du cinéma, créer un imaginaire qui fasse rêver sur ce futur décarboné. Les films sont des bons leviers, d'après vous ? Ah oui, les films sont d'excellents leviers pour créer des imaginaires. D'ailleurs, les Américains, après la Seconde Guerre mondiale, ont investi très fortement dans Hollywood pour promouvoir leur culture et leur mode de vie. Donc oui, c'est un vecteur majeur de transition et de changement. Mais donc il y a des films qui sont dans cet objectif. C'est peut-être pas le premier objectif, mais c'est l'un des objectifs. Alors, en tout cas pas pour le CNC. Hein. Le CNC, il est là pour soutenir diversité de la création et liberté de la création. Mais vous avez des réalisateurs, vous avez des auteurs, vous avez des producteurs qui aujourd'hui réfléchissent à des films à impact et créent des films à impact. Si vous prenez, je peux le citer, le dernier Nicolas Vanier, c'est Le Monde à l'envers. En fait, dès le départ, dès l'étape de l'écriture, il y a eu un objectif fort en matière non seulement de production durable, mais de contenu à impact. Merci beaucoup à toutes les deux et à bientôt sur Bismart. For Change, on passe à notre rubrique Startup tout de suite.